On va tout expliquer avec ce titre. Plateau relève avec vous, Nicolas Delon, architecte. Vous avez fondé en 2001 l'agence Encore Heureux, d'où la chanson, avec Julien Chopin, rejoint très vite par une dizaine d'architectes et designers. À vos côtés, Alain Guyenne, danseuse et chorégraphe. Vous avez participé tous deux aux Assises de la jeune création qui se terminent aujourd'hui, une initiative du ministère de la Culture. Ça consistait en quoi, en fait, ces Assises de la jeune création? Nicolas Delon? Très simplement, la volonté de la ministre Fleur Pellerin était de réunir à la fois des jeunes artistes, mais aussi 150 personnes du monde culturel pour essayer de déterminer quels étaient aujourd'hui les freins et les blocages de l'accès aux jeunes à la création et surtout à la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on a un système éducatif qui est très performant et que le maillon entre la sortie de l'école et la vie active est aujourd'hui très très problématique. C'est ce que vous avez vous-même vérifié lors de votre parcours? Absolument, on l'a vérifié. Et on le vérifie encore sur une fragilité avec des différences aussi par discipline. On considère par exemple qu'à 45 ans, on est encore un jeune architecte, alors qu'à 35 ans, on est un vieux danseur, entre guillemets. Apprécié, ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, il y a des écarts entre disciplines, mais on a en tout cas, on voit tous les jours l'écart qu'il peut y avoir entre des volontés d'avoir une culture forte, en considérant qu'un pays, c'est la nature et sa culture, et par ailleurs, la difficulté face à un monde en crise, ce qu'on appelle les polycrises, et on est des enfants totalement de cette crise-là, à accéder à notre métier pour lequel on a été formés. Alain Guyenne, vous avez été l'une des ambassadrices donc, de ces assises de la jeune création. Comment vous avez travaillé? Alors on a travaillé par groupe, il y avait donc différents représentants de plusieurs disciplines artistiques. Donc moi je représentais le chant chorégraphique, il y avait également bien sûr le théâtre, la musique, l'architecture, les arts plastiques, etc. Et chacun a eu un thème. Donc il y avait, Nicolas et moi faisions partie du groupe Insertion. Donc c'est un groupe qui me semble vraiment important parce que on a pu parler de parcours plus que de repérage peut-être. On a pu parler de comment un artiste peut vraiment rentrer dans une vie, dans une carrière et avoir une certaine pérennité dans ses œuvres, dans tout ça. Et c'est vrai qu'on constate que c'est vraiment ça qui est difficile. Peut-être que pour certaines personnes qui sortent des écoles, c'est parfois facile de faire un premier projet, mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je voudrais parler aussi des autodidactes, parce que j'en suis une, et c'est vrai que c'est aussi une grosse question, comment les autodidactes s'insèrent aussi dans le paysage culturel. Manu? Oui, je voulais juste demander à Nicolas Delon comment il expliquait que dans le champ de l'architecture, en particulier le champ des possibles, se soit réduit pour votre génération à vous, en tout cas pour les jeunes. Est-ce que vous avez une explication et est-ce que ça n'était pas le cas déjà pour les générations précédentes? Alors, des explications, on en a plusieurs. Je pense qu'il y a une complexité du monde contemporain qui rend aussi difficile tout un tas de schémas. Et par exemple, la brève sur l'opposition Uber, taxi Uber, à mon avis, est symptomatique en fait alors c'est peut-être les exploités du XXe siècle qui sont là contre les exploités du XXIe, mais au-delà de ça, on a une accélération très très forte de nos vies, de nos sociétés. Et il se trouve que l'architecture, par exemple, c'est quelque chose qui prend du temps. Construire un mur prend du temps, faire sécher du bois ou du béton prend du temps. Et donc, du temps et aussi du temps pour réfléchir à quelle serait la meilleure chose à faire. Et donc, on est aujourd'hui dans une logique où on cherche par tout moyen à gagner du temps. Et donc, chaque personne qui va ralentir par les questions posées, parce qu'en fait, être un architecte, c'est simplement poser des questions. On ne construit pas pour soi-même, on construit pour les autres. Et donc, on pose des questions et on essaie d'explorer les pistes et les réponses possibles. Et donc, c'est vrai qu'on a une tendance assez lourde à abandonner en fait ces questions-là en disant il faut aller plus vite. Et donc, vu que tu nous poses des questions, on n'a pas besoin de toi. Sur le champ chorégraphique, quelles étaient les premières urgences sur lesquelles il fallait s'arrêter pour vous? Alors, comme on a travaillé à plusieurs disciplines dans les mêmes groupes, c'est vrai qu'on a essayé de trouver des choses communes. Donc, on n'a pas forcément cherché chacun à prêcher pour sa propre paroisse, mais c'est ce que je peux peut-être me permettre de faire. Je pense que sur le champ chorégraphique, la danse est une discipline qui est peu valorisée et il faudrait déjà qui est en termes de moyens moins soutenu que le théâtre et la musique. Et par exemple, les personnes qui sont nommées à la direction de lieux pluridisciplinaires sont très rarement issues du champ chorégraphique, mais plutôt du théâtre et de la musique. C'est des choses qui sont importantes. Par exemple aussi, il n'y a pas des DRAC danse dans toutes les régions. Peut-être qu'il faudrait profiter de la réforme territoriale pour instaurer cette chose-là, avoir un conseiller danse, un conseiller musique, un conseiller théâtre dans chaque grande région. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi, donc qui concerne pas seulement la danse, qui concerne tout le monde, c'est que l'émergence ne doit pas être reléguée à des structures spécialisées, parce qu'on
a un risque, si on fait ça, de mettre à la marge, de ghettoiser, hors réseau, de véritablement, ghettoiser, les générations. et que les gens aient l'impression qu'il faut répondre à enfin, je vais aller en résidence d'artiste parce que comme ça je vais être visible, mais finalement ils vont être visibles pas forcément par un réseau qui va leur servir à évoluer plus tard. C'est un danger, c'est aussi un danger d'être mal rémunéré et puis de présenter des travaux fragiles et finalement que le projet s'arrête très vite. On va rentrer dans le champ de chacun de vous deux. D'abord avec vous, donc Nicolas Delon, architecte de l'agence Encore Heureux, que vous avez fondée avec Julien Choplin. Quelle idée était au départ, quelle idée de l'architecture vous liez tous les deux ? En fait, quand on est sorti de l'école, on ne voulait pas construire. On voulait faire des projets dans la réalité. Et donc, on a commencé en faisant des petites installations dans l'espace public. Le premier projet était sur les bouches d'aération du métro, où on créait un champ d'herbes folles en accrochant des petites bandelettes de tissu. Et les questions qui nous animaient étaient de se dire comment le regard qu'on peut porter sur notre environnement, comment peut-on le transformer par le geste le plus minime et le geste le plus précis possible. Et donc ça a été le point de départ de notre réflexion. Ne pas construire. Et l'un de vos tout premiers gestes, ce sera Wagon Scène, une commande que vous êtes fait à vous-même, une salle de spectacle itinérante qui exploitait un réseau ferré déjà existant. En quoi ce premier projet établissait ce que vous vouliez défendre en fait ? En fait, il est très fondateur parce qu'à la fois, c'est un projet fortement inscrit dans le territoire. Nous sommes des passionnés du chemin de fer comme étant ce qui nous relie entre nous. Le train est un lieu d'une puissance incroyable où on va être pris dans une capsule, un espace-temps très intense avec des gens qu'on ne recroisera jamais. Et donc, étant animé par cette passion-là, on a eu le sentiment et l'intuition qu'il fallait s'appuyer sur ces réseaux-là. Et aujourd'hui, quand on voit la réduction du réseau ferré français, l'abandon des gares, des dessertes secondaires, on pense très fortement que c'est vraiment l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait au contraire réinvestir ce maillage-là pour relier aussi la ville et la campagne. Aujourd'hui, on est en train de construire des très grosses villes. Alors oui, peut-être il faut construire des tours. Si tout le monde veut venir à Paris, bien sûr, il faut construire des tours. Mais si on pense qu'il y a une politique territoriale différente à inventer, non, il faut... Peut-être on n'a pas besoin de ces tours-là. Et en parallèle, par contre, il faut qu'on ait un réseau qui soit performant. Manu. Vous l'avez évoqué, vous avez commencé par utiliser des formes légères, des formes éphémères, des formes nomades. Pourquoi est-ce qu'il fallait commencer par ça et donc retarder, parce que vous avez fini quand même par construire, mais retarder ce moment de la construction ? En fait, il fallait le retarder pour nous constituer aussi avec Julien Chopin, mon associé, notre méthodologie de travail. Et c'est vrai que, pour revenir aussi aux assises, on a le sentiment que être créateur dans quelque discipline que ce soit, c'est aussi vraiment des parcours de vie, des parcours personnels, des engagements. On en parlera peut-être tout à l'heure sur cette résistance, de dire comment la réalité qu'on m'offre, est-ce qu'elle est vraiment réelle ou pas ? Ou est-ce que je peux, par mes actions, aussi minimes soient-elles, la questionner, la dépasser, la réinventer ? Et c'est vraiment ce qui nous a animés. Et du coup, quand à un moment donné, la question de construire est arrivée, on a fait nos premiers bâtiments. D'ailleurs, le premier bâtiment était un bâtiment flottant sur l'eau à Paris. Voilà, exactement, au pied de la BNF. Donc, c'était assez étonnant de faire un premier bâtiment dans Paris, mais non fondé, qui est arrivé comme ça. Et du coup, on l'a fait de la même façon qu'on avait fait le projet d'Herbe Folle ou Dromadaire ou ces installations. Alors, vous avez été repéré depuis le milieu des années 2000. Vous étiez chargé, je dis étiez parce que c'est tout récent, de la conception du village démontable qui va accueillir la conférence internationale sur le climat fin novembre, la fameuse COP 21. Vous étiez lauréat. Que s'est-il passé puisque les choses ont manifestement changé ? Alors c'est très intéressant et aussi très symptomatique de notre métier. Et la semaine dernière, il y a eu une présentation de Jean Nouvel sur la Philharmonie où il a essayé aussi d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Et ce qu'on assiste, et la COP21 est un exemple, ce qu'on assiste actuellement, c'est un écart assez important entre ce qui va être annoncé au départ, les volontés affichées politiques, d'objectifs, de faire un salon, en tout cas un événement bas carbone exceptionnel avec une approche environnementale très très performante. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un appel d'offres et un pour concours. La COP21. Tout à fait, pour la COP21. 120 000 m² pour accueillir les 40 000 participants venus de 195 pays sur le site du Bourget. Exactement. Et donc nous, on a travaillé à cette optimisation, à ce choix vraiment urbanistique de dire c'est une ville de 40 000 habitants qu'il faut concevoir pour 15 jours. Donc c'est un sujet passionnant. Et vous avez remporté On a remporté l'appel d'offres, sauf que à l'issue de ce travail que nous avons remis, il a été décidé par les différents ministères en charge de l'organisation qu'ils n'avaient plus besoin de concepteurs et que le concept que nous avions réalisé allait être directement transmis à un constructeur qui lui-même développerait notre concept.
Vous pensez que c'est à peu près en écho avec ce qui s'est passé avec Jean Nouvel alors? Alors, pas véritablement, mais en tout cas de cet ordre-là. En tout cas, il y a une question de justement, comme je disais en introduction, du penseur, de la personne qui va poser des questions, qui va aussi proposer des choses différentes. Et en tout cas, là, il y a une volonté politique réelle de dire, mais voilà, on achète un concept et ensuite le développement, on va le faire comme on le fait d'habitude. Donc c'est vrai que nous, ça nous pose énormément de questions sur notre métier, mais aussi sur notre société et sur le monde qui nous entoure. Vous avez des recours, Nicolas Delon? On n'a pas vraiment de recours parce qu'il se trouve que juridiquement, cet arrêt-là était programmé. C'est-à-dire que dès le concours que nous avons remporté, il était écrit que tout notre concept allait être cédé. Et donc nous avons travaillé avec une grosse équipe, avec l'équipe Construire, Quattro Libri, Elliott, à renverser, parce que nous sommes vraiment des éternels optimistes. Et le danger de nos professions, c'est de tomber dans le cynisme. Mais donc voilà, nous avons mis toute notre énergie, nos moyens, notre intelligence collective, j'ai envie de dire. Mais force est de constater que ça n'aura pas suffi et que le résultat ne sera pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. Alors justement, quelles ont été vos premières questions, vos premières préoccupations en abordant ce projet-là? Alors ça a été très simple, ça a été très sensible. En fait, on a rencontré plusieurs personnes qui avaient participé à des COP, donc qui sont ces conférences mondiales d'une intensité vraiment très très importante où des gens ont le sentiment d'avoir l'avenir de l'humanité entre leurs mains. Et donc du coup, on a essayé premièrement, penser à ces gens-là. Penser à ces gens qui vont être pendant 15 jours au Bourget, dans des halls d'exposition qui sont comme le salon de l'auto, ou qui sont des lieux sans lumière naturelle, où vous ne savez pas si vous êtes le jour, le matin, la nuit, où vous ne savez pas ce que vous allez manger parce qu'il va y avoir une offre qui risque d'être assez de mauvaise qualité. Et donc, on a vraiment cherché à apporter du confort. Notre métier, c'est vraiment ça, c'est apporter du confort aux gens. Et donc, apporter un confort acoustique. C'est-à-dire qu'on puisse, dans une salle de réunion à 200 ou 2000 personnes, pouvoir entendre clairement ce qui est dit, un confort thermique. On sera au mois de décembre à Paris, donc ne pas avoir les pieds froids parce qu'on serait sur un sol en béton. Et donc ça a été vraiment des axes très forts. Et ensuite, on a eu tout un tas d'optimisation environnementale pour aussi dire, à un moment donné, est-ce que sur un événement comme ça, on ne peut pas essayer d'accorder la forme et le fond? C'est-à-dire qu'on parle du climat, est-ce qu'on pourrait construire différemment? Est-ce qu'on pourrait éviter de jeter des millions de mètres cubes de matériaux ou des milliers de mètres cubes de matériaux à l'issue de cet événement? Nicolas Delon et Anne Nguyen, vous avez quelque chose en commun, plutôt une ville, on va y revenir. L'architecture, pour vous, c'est une vocation tardive. Après Toulouse, vous choisissez l'Université de Montréal. C'est là aussi vous êtes allé à Anne Nguyen, on va en parler tout à l'heure, histoire de ne pas se laisser enfermer dans une méthode. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre là-bas? Je pense qu'il y avait la volonté d'aller de l'autre côté de l'océan, on va dire. Ouais. Montréal m'a intéressé. Le Québec est un lieu assez fascinant sur cette contradiction Europe-Amérique. Et donc, il y a eu une espèce d'explosion comme ça. Et ce que j'ai trouvé aussi, ça a été une construction. Je suis parti à 22 ans, 23 ans. Et j'ai décidé de traverser le Canada en autostop tout seul, en partant de Montréal et en allant jusqu'à Vancouver. Et donc, je pense que ce que j'ai découvert aussi par cette expérience-là, c'était à un moment donné le fait d'être et puis d'avancer et puis d'explorer et d'avoir confiance en soi. Et je pense qu'aujourd'hui, nos métiers sont aussi des métiers de confiance. C'est-à-dire quand on est dans la création, il n'y a rien de plus fragile que la création. Et donc, cette confiance-là se construit. Elle n'est pas naturelle. Et voilà. Anne Nguyen, vous, qu'étiez-vous allé faire à Montréal ? J'ai fait une licence là-bas en échange et c'est là-bas que j'ai découvert et que j'ai commencé vraiment le break, la danse hip-hop. Et c'est vraiment une pratique qui est très différente là-bas qu'en France parce qu'il n'y a pas vraiment de débouchés professionnels là-bas, donc on danse vraiment pour le plaisir. Et c'est là que j'ai vraiment appris justement à danser en boîte de nuit ou bien vraiment dans un état d'esprit très libre. Et c'est en arrivant en France que vous êtes allé vers une sorte de professionnalisation, en fait. En arrivant en France, j'ai continué à danser dans cet état d'esprit-là, mais très vite, j'ai été repérée dans des auditions et je me suis professionnalisée. On va en parler tout à l'heure. Manu. On parlait, vous évoquiez tout à l'heure ces micro-architectures ou ces formes légères ou éphémères que vous avez mis en place au début de votre parcours, hein, donc avant de construire. Et dans le même temps, vous avez fait, avec votre agence en tout cas, des images pour d'autres architectes, une façon de faire vos gammes, hein, c'est ce que vous dites. Et une fois encore, peut-être de ne pas construire. Qu'est-ce que ces gammes-là, ces exercices-là ont pu vous apprendre ? Chez qui en particulier d'ailleurs ? Alors, ça nous a appris plusieurs choses. Déjà, ça nous a permis de vivre, parce que l'enjeu aussi des jeunes créateurs dans toutes les disciplines, c'est d'arriver quand même à payer son loyer et à pouvoir vivre décemment. Et donc là, c'est un des sujets aussi de la jeune création, de dire comment aujourd'hui on s'assure de ça, comment la société collectivement garantit que un artiste n'a pas forcément l'obligation de bosser au McDo le soir et le week-end pour pouvoir faire son travail. Donc nous, ça a été une stratégie, une tactique que nous avons développée où on arrivait d'un côté à faire des projets très très libres, sans contraintes financières, et en parallèle de ça, cette sous-traitance pour
pour d'autres architectes, qui nous permettait aussi de voir l'architecture qu'on n'avions pas envie de faire. Donc, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire que quand on fait des images pour d'autres, on est aussi donc là, on est vraiment dans la représentation. Donc, on est comme des peintres, en fait, qui matérialisons le projet de nôtre. Et donc, du coup, on a fait des hôpitaux, des maisons de retraite, des logements, des choses très, très variées, sans avoir du tout la question de la création, vu qu'on était dans la représentation. Donc, du coup, ça nous a montré aussi l'absurdité de certains projets, le décalage. On nous demandait le même projet à Dunkerque ou à Marseille, alors qu'on n'est quand même pas dans les mêmes climats. Et donc, du coup, ça nous a aussi créé une espèce de conscience et de critique de la profession et de ce qui pouvait être construit, qui a été aussi assez fondatrice quand, à notre tour, on s'est retrouvé à devoir dessiner des bâtiments. Dans quoi vivez-vous ? À Paris, Ouais. sous les toits, dans du haussmannien, on ne peut plus Comme classique. pas mal d'architectes Voilà. qu'on a reçus ici. C'est vrai. Ouais. Voilà, au passage du Prado, qui est un ancien passage dans le 10e arrondissement. Vous avez quand même retravaillé l'appartement ou vous l'avez gardé haussmannien ? Il reste haussmannien et c'est une espèce de chalet au milieu du 10e arrondissement, donc une espèce de havre de paix qui nous protège. Dans votre l'activité. travail, il y aura eu le Petit Bain, donc cette scène flottante dont on parlait tout à l'heure sur la Seine, livrée en 2011, le musée de l'urbanisme social à Suresnes en 2013 et le Ciné 32, 5 salles de cinéma conçues à Auch, le projet le plus riche que vous ayez signé. De quoi fallait-il tenir compte en premier lieu pour ce cinéma ? Alors en fait, on dit souvent qu'un bon projet, c'est d'abord un bon commanditaire. Et c'est quelque chose de très important. Et là, dans cette aventure incroyable de faire un cinéma d'arrêt d'essai indépendant pour une association qui n'a jamais construit le moins de mètres carrés et qui tout d'un coup se lance dans un bâtiment à 4 millions d'euros et qui va avec toute son entièreté, son intégrité, sa confiance en ses concepteurs. Et donc ça a été une rencontre très très forte avec Sylvie Busquet, la directrice, et Alain Boufartig, le président de l'association, pour l'invention de dire comment un cinéma aujourd'hui peut être autre chose qu'une boîte à chaussures posée sur un parking avec marqué cinéma dessus. Alors comment vous l'avez travaillé ? Et donc on a travaillé par plusieurs aspects. En tout cas, on a travaillé sur deux choses principales. La première était de s'inspirer des frontons des théâtres et des cinémas français, européens, américains, plutôt des années 30, 40, où il y avait cette volonté de décorer une boîte opaque. Un cinéma n'a pas de fenêtre. Donc si vous voulez, à un moment donné, si on fait une boîte sans rien, c'est une boîte sans rien. Et en parallèle de ça, on a aussi travaillé sur la matérialité des séchoirs à tabac du Sud-Ouest, qui sont des bâtiments agricoles ajourés qui permettent de sécher les feuilles de tabac. Et donc du coup, on a réinterprété cette technique-là pour venir faire la vêture, donc qui est la façade en bois qui vient comme ça recouvrir l'ensemble du cinéma. Et ensuite, on est allé très très loin dans la conscience de l'expérience et de la rencontre que permettait le cinéma. C'est des lieux très précieux parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de lieux où on peut vraiment se rencontrer et avoir des publics très très variés. Et ce lieu-là a été une expérience très forte. Et la semaine dernière, c'était l'Assemblée générale de l'association. Ils ont fait 200 000 spectateurs par an, qui pour une petite ville comme Auch, c'est totalement incroyable. Donc quand tout va bien, tout va bien. Manu ? Nicolas Delon, comme à tous nos invités cette saison, on vous a demandé de choisir un son et vous avez suggéré celui-ci. Il n'y aurait pas comme une méprise, Manu Farine ? Il y a méprise, hein. Ce n'est pas le bon son, mais c'est bien quand même. C'était le son qu'avait choisi Anne Nguyen. Eh ben, on va en profiter pour savoir pour quel son vous avez choisi ce son. C'est un son qui me touche énormément. Déjà, je trouve qu'il opère une synthèse de plein de choses. Il y a des instruments qui sont des percussions. Il y a aussi il y a énormément de choses qui reflètent différentes périodes et puis il y a une sensibilité aussi à l'intérieur que je trouve très rare. C'est un son sur lequel vous avez dansé ? Pas forcément parce que c'est un rythme qui est moins rapide que les sons sur lesquels on peut danser, mais justement il reflète un aspect tellurique, des choses qu'on peut retrouver justement dans les sons des breakbeats dans lesquels on danse en danse hip-hop.
Vous n'avez pas dit ce que c'était. C'est Labicifre, Agathe. C'est un artiste anglais donc, qui est encore en vie. Et c'est un son qui a été extrêmement samplé en musique hip-hop par des rappeurs comme par exemple le Wu-Tang Clan ou bien Eminem et par d'autres artistes parce que les instruments qui ont été samplés dans cette musique sont très différents. Il est tellement riche qu'il a été extrêmement utilisé en fait. Alors, le son de Nicolas Delon, voici ce que c'est. R, c'est R comme résistance. Comme tu l'as dit dans une récente conférence à la FEMIS, la philosophie crée des concepts. Et dès qu'on crée, on résiste. Alors les artistes, les cinéastes, les musiciens, les mathématiciens, les philosophes, tous ces gens-là résistent. Mais ils résistent à quoi exactement ? Ils résistent d'abord aux entraînements et aux vœux de l'opinion courante, c'est-à-dire à tout ce domaine d'interrogation imbécile. Ils exigent ils ont vraiment la force d'exiger leur rythme à eux. On leur fera pas lâcher n'importe quoi dans des conditions prématurées. Tout ça, c'est tout comme on bousculera pas un artiste. Personne n'a le droit de bousculer un artiste. On va se priver. Manu. Identification de ce son, de cette voix. Donc on est sur l'abécédaire de Gilles Deleuze, qui est un document comme ça, un ovni cinématographique, en tout cas un DVD qui a été publié après sa mort. Et donc cette lettre R, résistance, moi j'aime beaucoup cette dernière phrase de dire on ne bousculera pas un artiste. Et je pense que ce qu'on a perçu aussi lors de ces assises de la jeune création, pour y revenir, c'est aussi ce décalage qu'il peut y avoir entre les temporalités de la création. C'est-à-dire que avoir une idée, ça peut être 2 minutes ou 1 minute. Moi je peux vous faire un dessin sur une feuille, mais peut-être que j'ai mis 20 ans pour pouvoir faire ce dessin en 5 minutes. Et donc ces 20 ans-là, il faut aussi qu'on les questionne, qu'on les regarde et qu'on y prête attention. Et moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une société rapide, comme on le disait, peut-être trop rapide, et les artistes ont besoin de ce minimum d'attention. Même s'ils n'en demandent pas énormément, mais là, moi j'ai le sentiment, dans l'architecture notamment, en voyant les jeunes sortant des écoles d'architecture, que ce minimum d'attention n'est même pas là. Et je pense que c'est très dangereux, parce qu'on installe une défiance vis-à-vis de ce qui fait société, et que les politiques publiques sont là pour rétablir cette confiance-là, qui est centrale pour faire société. Le rendez-vous, la session. Anne Nguyen et Nicolas Delon, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite la session inédite ce soir, Manu Farine. Session hip-hop avec Empire of Sound, une formation née de la rencontre de l'américain MC Matic et du compositeur et pianiste français Duke, un duo rejoint très vite par d'autres musiciens. Ils ont enregistré ensemble Out of the Norm, un album à l'ancienne, 100% bio-analogique, comme dirait Benoît Lagan, que je cite. Ils étaient 4 dans le studio 108 le 24 avril dernier et ils ont enregistré pour nous un inédit, titre Work. Romain à la batterie, Jerry à la basse, Duke au piano et MC Matic au chant. On les écoute. Check. I'm a problem if you're into them. Pinch your adversary, anniversary, you're killing me in a double twin. Like it if I lose or I win again. I could be your devil, your angel with a lot of friends. I threaten veterans and let them in who brought a pen. I throw them in the ocean, rope the blocks in a suit of 10. Yeah. Oh my God, he clipped the wealth in. Write a book at Bennigan's while swimming in a cup of gin. Pick up a shin, I collect a lot of human skin. Sit at drive-thrus, driveways in the dirty bins. Blunts in the palace den. You ain't seen the ugly side that comes with a gust of wind. I carry rhymes like blacks in a slave boat and bury lines like a nose when it sniff dope. Call me that coke that will provoke another quote that you read in my table of contents. And those, yeah, a black giant. I grab a lot of throws, squeeze and pop and clean all of the blood off my shirt. I need a mop, bleach, ammonia, and a bucket. If you found the exit, go for it, my man, duck it. No time for chasing on the, but they can. Until the vein rupture, don't be scared, I ain't gonna touch it. Cause if I do, you either fall in love or you hate me. Verbal intercourse to a rhyme and she worked it out, worked it out, worked it out. I told her she gon' get this work, yeah, come on, 1, 2, work it out now, yeah, we gon' get this work, yeah,
Come on, come on, come on. We gonna break it down like this, alright? We so fly. Who called a ladder? Shovel digging into the ground, so F babbling. Or a Haviland engine is blacking, asking if the wind got forced to push the javelin. We old school like ponchos and moccasins. I've been in the field non-stop, carried by oxygen. He beat the Django, defeated from chains. Ankle to brain, held to heaven, building the same. I mean, you can ask, who's to blame? I'd have maxed myself, I'm insane. Nerves touch souls closely knit. Empire sound of race cars, dope ass shh. They gon' get this work right now. Skylight show, we are our style. Everything that be the interest in the mind of a god is handled every day. We carry it like a job. Work it out, work it out, work it out, work it out. They gon' get this work, yeah. They gon' get this work, yeah. Hallelujah, hit me like 2 times. They gon' get this work, yeah. We gon' get this work, yeah. I told her that. Break it down for me like 4 times on the 1, 2, 3, 4. Get this work, come on, yeah. Get this work. One more time for the mind. One time for the mind as I rhyme like this instead of 1, 2, 3, 4. One time, yeah. Go get this work, yeah. We gon' get this, and you gon' get this. We gon' get this work. Work it out. C'était Empire of Sound, enregistré en avril dernier dans le studio 108, une session programmée par Lucille Como. Et je signale qu'ils seront en concert à Antibes ce samedi dans le cadre du festival Les Nuits Carrées et que leur album Out of the Norm a paru sous le label Empire of Sound Record. 19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture. Le plateau sera hip-hop avec vous, Anne Nguyen, chorégraphe, danseuse, côté break, dont vous étiez championne de France, et puis hip-hop, dont vous avez renouvelé l'écriture. Juste une question, je vais revenir sur ces assises de la jeune création. Est-ce que vous avez été rémunérés tous les deux pour le travail que vous avez effectué, Nicolas Delon ? Alors, il se trouve que c'était totalement bénévole, et donc c'est considéré comme étant un engagement de chacun des participants à la réflexion sur leur métier. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions sur la place aussi de l'artiste. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de situations où en fait les artistes étaient les seuls qui n'étaient pas vraiment rémunérés. C'est exactement ce qui vous est arrivé en fait. Exactement, donc ça permet de confirmer des intuitions et l'état de certains aspects. Ça montre bien aussi que les artistes qui ont été choisis sont des exceptions qui peuvent se permettre de venir comme ça 2-3 jours sans être rémunérés. Et donc on a été choisis, je pense, pour nos parcours exemplaires. Et la majorité des artistes, malheureusement, ne peuvent même pas se targuer de pouvoir être à notre place. Vous avez créé votre propre compagnie il y a 10 ans. Le titre en était Par terre. Est-ce que c'était, j'imagine, en rapport avec votre discipline d'origine, celle du break ? Voilà, entre autres. Donc la danse, moi j'ai choisi la danse parce que c'est quelque chose où on a besoin de rien d'autre que son propre corps et le sol. Et donc, au départ, parce qu'après il y a la lumière, il y a les costumes, il y a le théâtre. On peut danser dans sa chambre. Ou... Oui, mais quand on en fait sa profession, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué, voilà, tout à fait. Mais au début, je n'ai pas choisi d'en faire une profession. C'est venu au fur et à mesure pour répondre à un certain besoin aussi de faire évoluer les choses telles que je les ressentais. Je sentais qu'il y avait un besoin, de prendre les choses en main. J'ai appelé à la compagnie Par terre aussi pour faire référence aux lois physiques, les lois de la gravité, parce que c'est un T majuscule. Et donc moi j'ai une approche très scientifique. Pour moi, la danse en général, c'est comprendre les lois du mouvement, les détourner, et la danse hip-hop encore plus, parce que la danse hip-hop, c'est vraiment le détournement des formes et le dépassement de soi, le dépassement des lois de la gravité, jouer sur les perceptions de l'observateur, les perceptions visuelles, les perceptions sonores. Il y a tout un jeu qui se fait avec ça, donc le nom de la compagnie. Était tout un programme, ouais. Où en était la danse hip-hop en 2005 quand vous commencez ? Et qu'est-ce qu'il fallait changer ? Oui, en 2005, j'ai créé ma compagnie. Donc après 5 ans de pratique, j'étais interprète pour des compagnies. Et en fait... pour moi, la danse hip-hop souvent est médiatisée pour son côté amateur et aussi pour son côté jeune, sportif, festif. Et j'avais l'impression que pas mal de spectacles reflétaient ces idées-là. Et j'étais pas si vieille que ça, mais j'avais envie de sortir de cette image-là, de donner un petit peu plus de lettres de noblesse à la danse hip-hop, mais sans pour autant que ces lettres de noblesse viennent de, par exemple, vouloir s'insérer dans la même image qu'à la danse contemporaine ou la danse classique. Alors pour moi,
moi, ça va au-delà de utiliser de la musique classique ou bien essayer de reproduire certaines choses, des figures, mélanger les formes. Pour moi, vraiment, qui suis à la base vraiment danseuse, j'avais besoin que les lettres de noblesse de la danse hip-hop viennent du mouvement lui-même. Donc c'est vraiment en travaillant sur la transformation du mouvement au rapport qu'on peut avoir à l'espace sur le plateau, à l'autre aussi, au contact, que je pouvais transformer les choses et finalement créer presque une nouvelle danse, puisque la danse hip-hop est une danse qui est encore très jeune, qui est une danse qui est spontanée, qui ne se fait pas, qui n'est pas académique, qui n'est pas faite pour le plateau, et qu'on a mise sur le plateau, et ce qui est vraiment louable en France. C'est très rare d'avoir la danse hip-hop sur le plateau, mais on l'a mise sur le plateau un peu comme on l'a transposée. Elle ne s'est pas forcément transformée au contact du plateau. Et moi, c'est ce que je cherche à faire, presque à opérer une opération mathématique qui fait que le mouvement est réfléchi différemment, puisque l'espace est différent, les conditions sont différentes. Manu. Est-ce que ça veut dire, dans ces cas-là, sur le plateau, que de l'affranchir éventuellement de son contexte social, de son contexte politique ? Alors déjà, pour moi, c'est la base. C'est sûr que la danse hip-hop aujourd'hui, certes, elle peut pas être dissociée d'un contexte social et politique à l'origine, mais aujourd'hui, elle est pratiquée par des gens issus de milieux, de toutes sortes de milieux, et c'est plus, je trouve, une sorte de résistance intérieure qui est plus liée à une éthique qu'à quelque chose de social. Pour moi, la danse hip-hop, c'est défendre une certaine vivacité de l'humain, c'est défendre une certaine animalité du corps, de la manière de vivre. C'est s'approprier les formes, le détournement des formes. C'est ça la danse hip-hop. C'est aussi avoir un rapport à la terre, quelque chose de tribal, puisqu'on rentre un peu dans le sol quand on danse. C'est dépasser ses limites, c'est avoir un côté un peu guerrier. Pour moi, c'est vraiment un acte politique qui va au-delà du social, déjà la danse en soi est un acte politique puisqu'on fait du mouvement inutile dans une société où on n'a pas le temps de rien faire. Rien que faire de la danse, pour moi, c'est un acte politique. Alors de la danse hip-hop, pour moi en tout cas encore plus, parce que la danse hip-hop est extrêmement liée au monde contemporain. Elle imite et elle détourne les formes qu'on a dans notre vie, les formes de l'architecture, des choses très grandes, très dures, très droites, les habitudes qu'on peut avoir par exemple quand on circule dans l'espace urbain, on est dans des petits espaces, on a des trajectoires rectilignes, on fait des angles droits, des choses comme ça. Donc toutes ces choses-là, on se les approprie, les mécanismes aussi, on fait le robot dans la danse hip-hop. Il y a plein de choses comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment un acte politique très contemporain et très fort. Pourquoi vous aviez choisi le break dont vous avez été championne? Voilà, alors le break, c'est la danse au sol. Donc, dans les danses hip-hop, il y a plusieurs danses. Et moi, je suis issue d'un parcours en arts martiaux, donc j'ai vraiment le besoin de me dépasser, le besoin aussi de faire sortir une espèce d'énergie guerrière, une espèce de revendication peut-être, liée à un besoin de trouver une identité dans l'anonymat qu'on est un peu tous, auquel on est un peu tous confrontés. On est tellement nombreux sur cette planète. On parlait de situation de crise. Pour moi, c'est un peu réussir à sortir à se sentir exister tout simplement. Et pour moi, ce côté guerrier m'aide à ça. À l'époque, vous étiez très peu nombreuses comme filles dans ce monde-là. Les filles sont encore peu nombreuses, même si ça commence à évoluer. Ça veut dire que c'était difficile pour une fille en termes de gestuelle ou pas véritablement? À quel niveau ça se jouait? Alors dans les danses hip-hop, il y a plusieurs danses. Donc il y a le break, et en effet c'est peut-être plus difficile pour une fille de faire ces figures très acrobatiques qui demandent beaucoup de force. Il y a aussi d'autres danses comme le popping, le locking, plein d'autres danses qui demandent finalement au corps des choses moins exigeantes. Et là il y a énormément de filles qui excellent et qui ont toujours excellé. Alors au début de la danse hip-hop, il y avait un contexte social qui fait qu'il y avait moins de filles, tout simplement parce que c'était une danse qui se faisait justement dans l'espace urbain ou dans les clubs, et peut-être que les filles sortaient pas forcément de chez elles. C'était plus les petites sœurs, les filles comme ça qui pratiquaient la danse hip-hop. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde. En break, il y a toujours eu des filles. C'est vrai que il y en a plus, mais c'est pas non plus. C'est plus des garçons encore. À nous. Au début, Anne Nguyen, vous dites on ne sait pas, on aligne les phases pour entendre les gens crier. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où vous avez commencé à avoir conscience de ce que vous dansiez et donc de la nécessité de s'éloigner un petit peu de la virtuosité qui est vraiment au cœur
de la danse hip-hop. C'est vrai que cette virtuosité, elle dirige la pratique de beaucoup de personnes. Alors, personnellement, c'est pas forcément ça qui, moi, m'a fait vibrer dès le départ, mais c'est vrai que le retour du public est quelque chose auquel on ne peut qu'être sensible. Et je pense que ça, c'est valable spécifiquement quand on est sur scène et qu'on est face à un public. Et le danger, en effet, avec la danse hip-hop, c'est d'essayer de répondre à une demande. Alors, moi, j'ai toujours ce côté martial. On essaye d'être imprévisible, de créer sur le champ, de toujours avoir la liberté du mouvement, et donc on est obligé de sortir de la performance pour faire ça. Ce qui est dommage dans la danse hip-hop actuelle, et je parle pas là d'Arsenic, mais je parle de la pratique en général de la danse hip-hop, c'est que souvent on veut être performant, on veut gagner des battles, des concours, on veut faire crier, et du coup on a tendance à limite rentrer dans une pratique sportive où on prépare les choses comme si on préparait un enchaînement de mouvements en gym, et on récite un peu toujours la même chose. Et moi, c'est vraiment contre ça que je me suis toujours battue avec déjà ma pratique personnelle et dans mes spectacles, puisque dans mes spectacles, je laisse énormément de place au risque, à l'improvisation, et les structures que je mets en place pour que mes danseurs évoluent sont des structures qui les aident à dépasser leurs limites et qui justement font en sorte qu'ils ne s'enferment pas dans des choses qui vont les faire régresser au niveau de leur danse personnelle. Quels étaient les arts martiaux que vous pratiquiez ? Alors j'ai pratiqué le Viet Vo Dao, donc c'est une sorte de kung-fu vietnamien puisque j'ai des origines vietnamiennes. J'ai pratiqué la capoeira et j'ai pratiqué le jiu-jitsu brésilien, qui est une forme de danse d'art martial au sol en contact. Et je suis très très sensible au contact. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui manque énormément dans notre monde contemporain. Et dans la danse hip-hop notamment. Et dans la danse hip-hop, absolument. Et c'est une des choses aussi qui a fait que j'ai créé ma compagnie. Et d'ailleurs, pour moi, le contact avec la terre, avec le sol est très important, et le contact avec un partenaire également. C'est deux choses qui sont complémentaires et qu'on trouve dans les arts martiaux, mais pas dans la danse. Et je travaille beaucoup sur ça. Votre première création, c'était en 2007. C'était un solo qui s'appelait Racine Carrée. Et vous avez commencé donc par un cursus universitaire scientifique. Quels sont les outils qu'une telle formation a pu vous donner dans votre approche de la danse hip-hop ? Alors moi, ce que j'ai retenu des sciences, c'est plus la démarche scientifique, c'est-à-dire on pose une hypothèse, on va démontrer les choses, et puis du coup on va arriver à des conclusions. Donc quand je réfléchis un spectacle, je me dis toujours, alors voilà, la danse, elle est comme ça. Et si, par exemple, j'obligeais les danseurs à ne danser que de profil en avançant dans une seule direction, qu'est-ce que ça donnerait ? Et là, on va trouver des méthodes de travail et on va faire plusieurs, justement, je vais essayer de faire plusieurs scènes avec une méthode de travail par scène qui vont faire que ça va devenir lisible. On va avoir des contraintes plus spécifiques qui vont faire que le spectateur qui n'est pas danseur va réussir à s'identifier, parce qu'il y a des choses qui vont devenir peut-être redondantes, qui vont s'allonger, qui vont prendre plus d'ampleur, qui vont se dessiner sur le plateau de manière plus humaine, parce qu'on aura coupé, on aura fait le plus avec les contraintes, on sera allé plus vers l'abstraction et vers l'épure.